presque chaque année, la capitale française accueille Conakry-sur-Seine, un événement qui regroupe des Guinéens vivant en Europe et même parfois des autres continents autour de plusieurs activités. On en parlera ce soir avec l'initiateur de ce projet, Eric Korkaba. Il est à Conakry. Bonsoir et bonne arrivée, Eric. Bonsoir, merci. Bien. En tout cas, il y a beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce qui pourrait expliquer la présence de Eric Korka à Conakry, d'autant plus que ces 2 dernières années, il ne venait pas. Il nous le dira dans cette émission Les Informés. Autre menu d'ailleurs pour commencer cette émission Les Informés sur Radio Espace, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation annonce ce dimanche à Bofa pour que le besoin d'enseignants à l'intérieur du pays se chiffre à 19 000 personnes. Comment remédier à ce manque criard d'enseignants dans nos établissements scolaires du pays? Eh bien, nous allons avoir l'expertise du doyen Elhadj Mamadou Saliou Diallo. Il est consultant enseignant et syndicaliste de l'éducation. Bonsoir Elhadj Mamadou Saliou et bonne arrivée sur Radio Espace chez Les Informés. Bonsoir Tcherno, bonsoir à vos millions de téléspectateurs et auditeurs. Merci beaucoup de nous suivre en direct sur Espace TV et Radio Espace Guinée. On s'intéresse à vous, vous êtes un doyen de l'éducation, vous êtes un consultant, vous avez été même enseignant, vous êtes syndicaliste, vous êtes doyen, bref. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire annonce que la Guinée a besoin de plus de 19 000 enseignants dans nos établissements scolaires du pays. Aujourd'hui, il y a un manque criard d'enseignants à Conakry, même à l'intérieur du pays. Comment remédier à cette situation aujourd'hui? Bien, merci. J'ai suivi autant que vous cette annonce du ministre. Je pense que la situation commence à s'éclaircir sur effectivement le nombre d'enseignants, le manque à gagner du point de vue personnel. Mais il faut pour remédier à ça d'abord, nous avons besoin d'un certain nombre de remises en question. Vous n'êtes pas sans savoir que ces dernières années, on est passé par l'éducation pour accéder à la fonction publique. Et ça, c'est des milliers et des milliers de jeunes fonctionnaires qui sont venus dans certains services, il y a des pléthores, et que d'autres n'ont même pas atterri à l'éducation, ils ont plutôt atterri dans d'autres ministères. Donc, comme solution envisagée, premièrement, ce qu'il faut voir dans les services où il y a des pléthores, il faut redéployer les gens. Il faut redéployer les gens. Il y a des jeunes, tous ceux qui n'ont pas 40 ans, 42 ans, si vous voulez, dans les services techniques sont bien portants. Mais il rendrait mieux dans les salles de classe que de s'asseoir dans un bureau, traiter un papier par jour. Il y a aussi le fait qu'en matière de recrutement, il faut que l'éducation et la fonction publique en synergie cessent de recruter au niveau national pour affecter à l'intérieur. Il faut respecter la décentralisation. Il faut recruter dans les régions et pour les régions. Lorsqu'un enseignant est recruté, par exemple, à Kindia, et pour la région de Kindia, qu'il serve au moins pendant 15 ans dans la région de Kindia avant de tenter de changer de région. Si les enseignants sont domiciliés comme ça, il y aura moins de déperdition. Ensuite, je pense aussi que, Madjou, il faut voir le fait que la construction anarchique des écoles dans les communautés rurales, les associations construisent des écoles, c'est à l'État de fournir des enseignants. La plupart, l'État ne sait pas que certaines écoles ont été construites. Donc, pour gérer cette situation, il faudrait qu'à chaque fois qu'une collectivité envisage la construction d'une école et qu'elle donne la durée des travaux de construction, que l'éducation puisse programmer automatiquement les enseignants en fonction du nombre de classes qui seraient ouvertes à telle ou telle autre ouverture. C'est une programmation technique. On ne peut plus aujourd'hui naviguer à vue. Est-ce que vous voyez? Donc, il faudrait penser, je pense, ça c'est mon avis personnel, il faudrait penser à la domiciliation des enseignants à l'intérieur du pays par la facilité de décaissement de leur salaire. Lorsque quelqu'un est dans une CRD qui se trouve à 30 km du centre urbain, s'il faut qu'il vienne récupérer son salaire, vous voyez ce que ça fait. C'est au détriment des enfants. Ou alors l'emplacement du logement de ces enseignants par rapport à l'école. Lorsque l'enseignant doit faire des kilomètres avant de rejoindre l'école, ou alors il habite à l'école, mais le village est à des kilomètres. Vous voyez ce que ça fait? Il finit par abandonner et par retourner dans les grands centres pour se chercher de l'emploi. Voilà comment même les fictifs
Voilà comment certaines catégories de victimes naissent au sein de l'éducation. Je pense que, puisque le ministre va à l'assaut, donc il serait souhaitable que les problèmes ne soient pas seulement ceux qui sont lus dans les rapports. Il faudrait, soit il touche du doigt, soit il rencontre les gens de visu pour que l'expression ait lieu de façon un peu technique. Il y a aussi l'apport des syndicats. Bien. Les syndicats peuvent dénoncer le manque d'enseignants, mais ce n'est pas aux syndicats de recruter des enseignants. Ou alors de dire comment il faut recruter des enseignants. Non, chacun a son rôle à jouer. Les intérêts matériels et moraux des travailleurs, les syndicalistes s'occupent de ça. Lorsqu'il faut recruter maintenant, c'est le profil, c'est la détermination du profil, c'est là où on peut avoir besoin des syndicalistes. Vous avez beaucoup de promotions sorties des ENI, sorties des écoles normales d'enseignement, qui sont là, qui font de la monétique, qui font des transferts d'argent. Voilà les gens auxquels il faut donner la priorité de recrutement dans l'enseignement parce que déjà, ils ont appris la pédagogie et la méthodologie de l'enseignement. Quand vous recrutez à Poli, vous recrutez à Général Lansana Conté, c'est bien beau, mais il faut en ce moment que ces enseignants-là puissent être d'abord stagiaires. Parce qu'ils n'ont aucune méthodologie d'enseignement, on les injecte là-dedans, ils viennent, soit ils prennent ce qu'on appelle la préparation jaune d'un ancien professeur qui était là, et ça donne le dégoût aux élèves, ou alors ils viennent, ils racontent sa vie au lieu de donner le cours. De là, je partirai sur le rôle de l'inspection. L'inspection de l'éducation ne devrait plus être dans les bureaux. Il y a tellement de choses à voir et à relever au niveau des services déconcentrés jusque dans les établissements que vraiment ils n'ont pas, c'est-à-dire ils perdent le temps en s'asseyant aujourd'hui dans des bureaux alors que les 245 000 km² de la ville de Guinée sont là. Voilà un ensemble de phénomènes qu'il faut ramasser, analyser, programmer pour qu'on puisse réduire le déficit de 19 000 enseignants dans notre pays. C'est vrai qu'on parle de l'inspection, il faut aller sur le terrain. Félix Milimono. Voilà, Monsieur Diallo, moi je me dis, j'aimerais savoir, au lieu de crier pour le moment par rapport à l'affectation des enseignants à l'intérieur, est-ce qu'il ne faut pas mettre les conditions qu'il faut avant d'affecter les enseignants à l'intérieur? Je suis parfaitement d'accord sur cette dynamique. C'est pour ça qu'on avait créé les primes de zone. Mais les primes de zone, aujourd'hui, sont noyées par quoi? Par cette espèce de prime d'incitation qu'on a créée lorsqu'il fallait casser la grève du Abakassouma. Donc, il faut tout ça, remettre ça dans le bulletin. Il faut améliorer les primes de zone pour que l'enseignant qui enseigne dans une CRD se sente vraiment à l'aise du point de vue salaire par rapport à celui qui est au centre urbain. Sinon, il cherchera à venir au centre urbain. C'est une évidence, oui. Théophile Fassamano. Monsieur Diallo, on a quand même des institutions où on parle, il y a l'ISEG, l'ENI. Comment on pourrait utiliser ces gens? Est-ce qu'ils ne devraient pas être priorisés quand on parle de recrutement? Est-ce que ce ne serait pas mieux de s'orienter directement dans ces centres spécialisés pour pouvoir avoir des enseignants pour les élèves? Bon, vous savez, l'orientation est au niveau de l'enseignement supérieur. Ces institutions-là reçoivent les enfants, ils les forment. Mais ces institutions-là ne règlent pas le problème d'emploi. Une fois l'élève professeur a fini l'ISEG, alors il est là, il cherche du boulot. Est-ce que vous voyez, même dans le recrutement, il faut prioriser ces gens-là. C'est eux qui doivent d'abord être recrutés avec dossiers clairs et vérifiés avant de penser à d'autres maintenant comme complément d'effectifs. C'est une évidence quand même. Oui, Chiplo. Oui, nous voyons que le plus souvent, quand les enseignants sont orientés à l'intérieur du pays, il y a aussi une certaine complicité. Les gens là reviennent très vite, ils ne restent pas dans la zone. Est-ce qu'il ne faut pas que l'État aussi fasse un grand suivi au-delà même de tout ce qui doit être mis comme moyen à leur disposition? C'est pour ça que j'ai parlé de recrutement par région. Est-ce que vous voyez, lorsque vous êtes recruté pour une région, vous avez obligation de travailler là pendant 15 ans. Il n'y a aucune possibilité d'aller dans une autre zone. Si vous prenez ce job-là, vous savez sur quoi vous vous êtes engagé.
Mais si vous voulez utiliser l'éducation comme porte d'entrée, eh bien, chacun tire la ficelle avec tonton et tanti et ça donne le résultat que nous vivons aujourd'hui. Il faudrait qu'on cesse de recruter à Conakry niveau national, que chaque région, et bien sûr, les sujets et autres, et ceux qui vont gérer les examens peuvent venir de Conakry. Mais il faudrait que ce soit aux responsables au niveau de ces régions-là qui lancent ces concours et qui gèrent les admis pour pouvoir les affecter. Ils savent qu'ils sont recrutés pour Mandiana, ils doivent être à Mandiana. Ils sont recrutés pour le village de Popodara à l'abbé là-bas, ils doivent être là-bas au moins pendant 15 ans. C'est une question de contrat professionnel. Bien. C'est normal quand même, Elhadj Mamadou Salif Diallo, enseignant, consultant, syndicaliste. Amadou Sow. Doyen, vous nous parlez de 15 ans. 15 ans, ça c'est la moitié de la fonction publique, disons. Mais revenons aux enseignants que nous avons pour le moment. Nous avons un niveau qui baisse d'année en année. Les résultats des différents examens en font foi. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord passer à l'évaluation des enseignants que nous avons, savoir quels sont les enseignants compétents qu'on peut garder, quels sont les enseignants qu'on peut envoyer dans d'autres secteurs, et à partir de là, savoir le déficit d'enseignants avant de commencer tout recrutement? Bon, vous savez, je suis d'accord de façon globale, mais on a une question de temps. Il y a des enfants du pays qui étudient, il y a d'autres qui n'étudient pas. Mais dans le cadre du recrutement, je suis d'accord et je vous concède qu'il faut ceux qui sont là actuellement, c'est pour ça que j'ai parlé de redéploiement. Il faut aussi, ceux qui sont là, il faut voir qui est capable, parce que généralement ceux qui sont en pléthore dans ces départements ministériels et autres là, ce sont des gens qui servaient dans telle ou telle autre école, qui ont eu des atouts et on les a sortis de la classe. Est-ce que vous voyez? Il faut faire le retour. Et ensuite, lorsqu'on recrute directement de l'université, celui qui sort de l'université n'est pas professeur. Il faut qu'il apprenne la méthode pour enseigner. Donc, le service de perfectionnement des personnels, c'est son rôle, à chaque fois qu'il y a congé ou vacances, de regrouper des cohortes, les reformer, les donner, les consolider leurs connaissances afin que l'année suivante, ils soient beaucoup plus performants. Le système éducatif aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'être intellectuel pour l'évaluer. Il est au bas de l'échelle et ça se sent partout, mais la volonté de corriger le système éducatif, tout le problème est là-bas. Il faut une volonté politique et il faut un engagement personnel de chaque acteur de l'éducation. Bien. C'est vrai que vous dites qu'il faut une volonté politique pour trouver une solution, mais malheureusement, ces dernières années, notamment les 10 dernières années, nous avons vu des militants des partis politiques se retrouver dans l'enseignement qui ne donnaient même pas de cours, des militants qui ne connaissent rien, qui n'ont aucun bagage intellectuel. Il y a certains qui n'ont même pas fini les cours, il y a certains même des vendeurs de pièces détachées, excusez-moi, c'est une réalité, qui se retrouvent dans la fonction publique en passant par l'éducation. Comment expliquez-vous cet état de fait? Est-ce que l'État n'est pas responsable de cette situation que nous vivons aujourd'hui? Mais au-delà de ce manque d'enseignants, c'est la vétusté des infrastructures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous envoyez un enseignant à l'intérieur du pays, dans des zones reculées, dans un village, dans un district, s'il n'y a pas de logement, ça va être très difficile pour lui de rester là-bas. Oui, pour ce qui est de la reconstruction, la rénovation des écoles, ça déjà c'est un problème, vous savez, un problème financier qui est là. Il faudrait que la main puisse toucher à la liquidité pour pouvoir exécuter de tels programmes. Et c'est de là aussi qu'incombe la volonté politique. Parce que si la volonté politique y est, le décaissement ne trouvera pas de difficulté. Et c'est là où les bailleurs de fonds aussi peuvent intervenir de façon beaucoup plus libre. Mais pourvu que ce qui est financé, il faudrait que le travail soit effectué. Il ne faut pas que ce soit comme les rues, les transversales que nous voyons à Conakry, décaissement terminé, et puis les rues n'ont même pas été travaillées à moitié. Et le reste, je vous dis encore une fois de plus, tous ces gens sont connus qui sont passés par l'éducation pour aller ailleurs et qui n'ont même pas fait les 15 ans. C'est aussi simple que ça. Moi, à la place du ministre de la fonction publique, je les extirpe et je les ramène et je les redéploie automatiquement. C'est à prendre ou à laisser. Même s'ils n'ont pas le niveau, même s'ils n'ont pas le niveau, comme on a vu récemment avec des militants qui se retrouvent enseignants. Vous savez, ceux qui n'ont pas le niveau,
Est-ce que vous voyez? Il y en a, par exemple, qui ne savent même pas écrire une phrase complète. Est-ce que vous comprenez? Sujet, verbe, complément. Ils ne peuvent pas. Ces catégories de personnes, l'État a toujours besoin d'eux, mais il faut que ce soit prouvé d'abord qu'ils sont incapables et inaptes pour le système éducatif. Maintenant, on pourra les amener peut-être dans un autre service. L'agriculture est là jusqu'à Sigiri là-bas. Il y a des plaines et partout. Ils peuvent servir là, hein, comme complément agricole. Ouais, quand même. Ouais, c'est possible. Oui, Félix, Théophile plutôt. On ne peut pas licencier. Aujourd'hui, c'est pas une bonne politique de faire perdre à quelqu'un son emploi parce qu'il n'a vraiment pas le niveau. Il faut le redéployer. Il faut l'amener là où au moins l'État peut tirer quelque chose de lui. Il faut l'envoyer où il peut causer moins de dégâts. Voilà. Allez-y. Merci de la terre aussi, on peut avoir de mauvaise nourriture, il faut le dire. Les gens peuvent mourir si c'est mal fait. Alors, au-delà, moi, j'aimerais savoir, puisque c'est un doigt, il est dedans. J'aimerais savoir, au-delà de cet aspect financier, au-delà de ces problèmes, ce manque criard d'enseignants, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'enseignant lui-même, les valeurs? Est-ce qu'il n'y a pas, au-delà de l'argent, les valeurs qu'un enseignant devrait avoir? Parce qu'on connaît des gens, on a eu des reportages ici, qui, même s'il n'y a pas d'argent, ils enseignent plusieurs groupes pédagogiques, 5, 6, et quand même, est-ce qu'il n'y a pas aussi des valeurs qui sont en train de se perdre, mais que quand même certains parmi eux sont en train de garder, au-delà de cet aspect financier qu'on ne néglige pas? Oui, il y a beaucoup d'aspects qu'on est en train de perdre, des valeurs et des principes même éducationnels qu'on est en train de perdre. On est en train de perdre parce que tout le monde est à l'éducation. Remarquez, quand vous allez à l'hôpital, n'entre dans la salle de chirurgie que les chirurgiens. Ne peut entrer en classe que l'enseignant. Celui qui a été formé pour enseigner. Il faut utiliser les congés, les vacances et même certaines les sorties d'abord au moins pour 6 mois, même s'ils sont payés, les sorties pour 6 mois, les reformer et les replacer dans leur école d'origine. C'est comme ça, c'est un perfectionnement continu. Mais c'est ce qui ne se fait plus depuis belle lurette. Depuis près de 12 ans maintenant, on n'en parle plus. Le service existe et puis on est là. Même le papier des fois, il est difficile de trouver du papier dans les services, de l'éducation. Quand même, c'est inévident. Chiplo. Tout à l'heure, vous avez un peu pointé du doigt les primes d'incitation, la manière de procéder et tout. Mais ne pensez-vous pas que pour le moment, ça reste quand même une solution, même si elle n'est pas la meilleure? Alors, il faut les remplacer, au lieu de dire primes d'incitation, appelez les primes de zone et mettez dans le bulletin. Voilà. Si ces primes sont dans les bulletins, et d'abord, le caractère prime est aléatoire. Moi, c'est ce qui me fait mal. Parce qu'il suffit que demain, un gouvernement dise que bon, écoutez, nous, on ne paye plus de primes, on connaît la chaîne, on connaît la chaîne du salaire, nous respectons ça, on améliore les indices de base, et puis c'est fini. Vous voyez, on perdra tout ça là. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux syndicalistes de ne pas se battre pour des primes, de se battre pour l'indice salarial. C'est avec ça qu'on va à la retraite. Je suis d'accord, c'est la meilleure solution. Mais ces primes d'incitation-là aussi montent en fonction de la zone où se trouve le professeur. Un professeur qui se trouve dans un district, par exemple, ne touche pas le même montant qu'un professeur qui se trouve à Conakry. Ne pensez-vous pas que ça continue à faire en sorte que ces professeurs-là restent à l'intérieur? Oui, vous savez que ça a été une banque pour certains administrateurs aussi. C'est pour ça qu'il faut formaliser, il faut mettre dans le bulletin. Comme ça, à partir du bulletin, personne ne peut toucher l'argent de l'autre. Bien. Est-ce que vous voyez? Et pour contrôler qui est en classe, chaque année, on donne les emplois du temps. On connaît les masses horaires globales pour chaque classe et pour chaque matière. Donc, si vous avez votre emploi du temps, si cet emploi du temps-là, une copie est remontée au département, mais c'est facile de le savoir. Mais il faut que ce soit dans un cadre formel. Il faut que l'argent cesse de marcher de main en main, comme si nous étions jusqu'à présent en 1960. Amadoussou. Doyen, on sait que le nerf de la guerre reste l'argent. On parle sur le continent d'un budget par pays avoisinant les 30% pour l'éducation. La Guinée en est loin de ce chiffre-là. Revenons au fait, on a eu la génération Coco Lala pour la plupart qui ont été les formateurs de certains parmi nous. Mais cette génération, nous, on a connu pratiquement que le français comme enseignement de base. Comment comprendre qu'un enfant qui a franchi le CEP, le BEPC, le bac, qui a son diplôme,
qu'on puisse dire à ses parents que cet enfant n'a pas de niveau? Bon, vous savez, comme vous prenez la comparaison au niveau, quand il y avait le Coco-Lala, lorsqu'il y a eu les états généraux de l'éducation, on a dit qu'on fait la rupture totale dès 1984. Est-ce que vous voyez? Alors, tous les enseignants se sont déployés, se sont donnés à fond pour que les cours, tous les professeurs de philosophie et autres ont été transformés en professeurs de français. Tous les professeurs d'agriculture ont été reformés pour être professeurs de français. Et voilà comment on a résolu ce problème à l'époque. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, tant qu'on ne prend pas l'échelle et pour qu'on puisse corriger niveau par niveau, étape par étape, est-ce que vous voyez, on ne pourra pas s'en sortir. Prenez un livre, n'importe lequel, ancien ou nouveau, prenez le Mamadou Bineta qui était utilisé au CM2 en 6e année. Allez faire une dictée à l'université. Vous allez prendre la tête et courir. Est-ce que vous voyez? Mais pour corriger ça, ce sont des hommes. Il faut revoir le système à la base et remonter. Bien. Alors, Elhadji Mamadou Salif Diallo, à la marge de cette visite du ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, il a annoncé que dans les jours à venir, plus de 8000 contractuels seront déployés à l'intérieur du pays. Et souvent dans ce pays, on aime tellement promettre, mais on n'arrive pas à réaliser, à tenir nos promesses. Souvent, qu'est-ce qui pourrait occasionner comme conséquence si les promesses ne sont pas tenues? Si les promesses ne sont pas connues, c'est que l'équation globale de résolution du manque d'effectifs à l'intérieur est totalement faussée. Ça va échouer complètement et ça sera le même train-train. Est-ce que il faudrait que le ministre, il faut qu'il ait la main libre avec ses techniciens proches et compétents en la matière pour qu'il puisse redéployer et que le jour où c'est publié, que ça soit ça ou rien. Est-ce que vous voyez? 8000 enseignants à recruter. Si le test se fait correctement, il n'y a pas de problème. Si c'est les contractuels, j'espère que chacun a été évalué dans son école si l'inspection a fait son travail correctement. Est-ce que vous voyez? Sur la base de ça, on sait déjà à peu près quelle est la crème, quel est le niveau moyen et quel est le niveau le plus bas. Le niveau le plus bas, redonnez-lui 3 mois de surformation ou pour 6 mois de surformation, etc. et ils rejoignent leur poste. Bien. Une dernière question peut-être, rapidement Amadou, soyez très bref. Doyen, en 11 ans, nous avons eu près de 6 ministres au niveau de l'enseignement préuniversitaire. Il y a eu des réformes et des réformes. Pourquoi est-ce que ça ne marche toujours pas? Ça ne marche toujours pas parce que c'est une question d'hommes. Quand les ministres arrivent dans ce département-là, chacun se fait un staff. Et à partir de là, rien ne passe si ce n'est pas avec ce staff-là. Donc le clientélisme ne peut pas développer un système éducatif. Un système éducatif, il est si vous voulez, il est cartésien. Est-ce que vous voyez, même le social, c'est seulement devant les syndicats. Et même là, je crois que le ministre aurait dû engager déjà une négociation pour une trêve sociale avec les syndicats. Ça vaut mieux que ce qu'on est en train de faire des visites inutiles et puis on applaudit. Ça ne sert à rien. Il n'a qu'à tabler avec les syndicats. Voilà, je ne veux pas avoir pour cette année scolaire une grève. Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce que vous me demandez en contrepartie? Ça se négocie dans tous les pays du monde. Ouais, ça se négocie. C'est par des pratiques pareilles qu'il faut aller s'il faut qualifier le système. Oui, Amadou qui parle des ministres, mais je rappelle que Maurice Angari a été même élève de Kaokare. Ça en dit long sur l'éducation guinéenne. Allez-y Félix, dernière question. Oui, je voulais un peu appuyer sur la question qu'avait posée Amadou à l'entame. Est-ce que vous ne pensez pas, au même moment qu'on veuille orienter des enseignants à l'intérieur, qu'il faut assainir région par région pour savoir exactement le déficit d'enseignants qu'il y ait? Absolument, et c'est le rôle de l'inspection générale. Bien. Il faut assainir. D'accord. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, ils ne devaient plus avoir 1 heure dans leur bureau. Ils devaient être redéployés et envoyés partout pour aller toucher du doigt. Bien. Au-delà de tous les rapports qui ont été faits.
Bien. Elhaj Mamadou Saliou Diallo, enseignant, consultant, syndicaliste, doyen de l'éducation. Merci d'être intervenu ce soir. Merci pour cette expertise. À très bientôt. C'est moi qui vous remercie et à bientôt. Merci beaucoup, doyen Elhaj Mamadou Saliou Diallo, enseignant, syndicaliste, doyen de l'éducation. Dans un instant, les commentaires avant de revenir à notre invité qui est déjà installé dans ce studio, Eric Korkaba. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimouno, Théophile Fassamano, Alphonse Marat.